bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur l'interview Eureka. Ce soir, on accueille Elisabeth Antebi, qui est avec nous juste à côté sur le Discord, et avec qui on va discuter ce soir de nouvelles technologies, de son dernier livre, et puis aussi de son parcours, voilà, de sa vie. Elle nous racontera un petit peu les moments forts, et puis elle nous expliquera du coup comment elle a vécu cette évolution des nouvelles technologies. Voilà, en tout cas, je suis très content de la recevoir ce soir, très content d'avoir reçu Marie aussi, qui nous a parlé hier de rituels spirituels et magiques, mais surtout comment prendre soin de soi et comment trouver la bonne façon de trouver le rituel qui nous correspond. Et du coup, vous pouvez la retrouver aussi sur son Instagram. Et les interviews Eureka, bah là, c'est les premières de 2021. Du coup, ça aura lieu tous les mardis et mercredis à 19h. Et puis le jeudi, c'est mon challenge e-sport 2021, où j'essaierai aussi de monter en tant que joueur de TFT. C'est un nouveau jeu de auto-chess, d'échecs. C'est un peu Queen's Gambit le jeu de la dame du futur, mais je vous expliquerai ça une autre fois. Là, tout de suite, on va accueillir Elisabeth. Elle est, juste ici. Et puis, voilà tous les deux en live. Bonsoir Elisabeth, ça va bien? Bonsoir Jérémy. Oh oui, ça va très bien. Alors, je vais couper la musique. Voilà, très bien. Alors oui, vous êtes à Paris aussi, c'est le confinement. Enfin, le confinement, le Oui, couvre-feu. oui. Oui, oui, je dois dire que d'ailleurs, ça me ravit d'être en communication, en relation digitale avec vous. J'ai trouvé que c'était très humoristique d'avoir aujourd'hui des relations digitales. Je trouve ça assez amusant. Il y a de l'humour hein, dans les communications. Bah, Et puis l'autre humour, oui, allez-y. c'est une idée que j'ai pas eue dans ma baignoire, mais en tout cas, je trouvais que discuter avec des gens pendant le confinement, c'était une bonne façon de continuer d'apprendre des choses et de partager plein de notions sur la Oui, bien sûr, mais communication. la relation digitale, ce qui est à double sens dans mon esprit mauvais et coquin, ça me ravit, d'autant plus que le logiciel qui nous permet de discuter s'appelle Discord. Alors, je trouve ça extraordinaire et je trouve que c'est vraiment, et quand on a demandé d'ailleurs au créateur de Discord pourquoi il avait appelé ça comme ça, il a dit tout simplement que ça sonnait bien, ce qui est un peu inquiétant pour ses relations avec sa femme ou ses amis. Voilà. Très bien. Donc du coup, vous avez écrit. Alors, est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu votre son parce que je crois que j'ai de l'écho quand je parle, mais du coup. Ah, Mais sinon, nous, on vous entend très bien en tout cas. D'ailleurs, vous pouvez nous oui. dire sur le chat si vous avez des problèmes de son ou dites-le nous, mais normalement, ça Ah, devrait. je sais pas baisser mon son. Bon, bah, c'est Je pas ne grave, sais pas. on va rester comme ça. Je Moi, vais je vais essayer essayer de de. parler moins fort. Non, non, Je vais parler vous moins c'est fort. parfait, vous c'est parfait. Très bien. Donc du coup, bah, on va se parler pendant voilà une petite heure. L'idée c'est de nous expliquer un petit peu. Bah, on va parler de votre nouveau livre aussi, mais on va savoir comment vous en êtes arrivé là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui vous êtes pour les gens qui vous connaissent pas? Oui, alors c'est une question vaste. Eh bien voilà, au fond, je me suis toujours intéressée à ce qui est nouvelles technologies, qui ne sont pas si nouvelles d'ailleurs, puisque étant donné que je suis une hockey boomer, comme on nous appelle, nous autres de notre temps, j'ai vu naître beaucoup de technologies, enfin pas toutes évidemment, puisque ça a commencé au fond avec Marconi, l'enregistrement. Alors là, j'étais pas née, hein, mais c'était déjà un organe de pouvoir, la communication, puisque Marconi a été invité sur le yacht de Mussolini. Vous savez, les nouvelles technologies sont immédiatement utilisées par les hommes de pouvoir. Par exemple, la radio, hein, Churchill, Hitler, la télévision, notre cher De Gaulle, et puis les tweets de Monsieur Trump. Sans oublier d'ailleurs le Bluebird d'Obama. Donc, chaque fois, il y a une technologie qui répond à l'époque. Ok. Alors ça m'a déjà fasciné beaucoup quand j'étais plus jeune. Et j'ai publié un livre. Le premier livre que j'ai publié, c'était en 70, où je parle déjà de tout ça. Et ça va faire un lien avec votre invité d'hier, parce que ça s'appelle Ave Lucifer. Et c'est consacré à la magie et à l'ésotérisme. Et déjà à l'époque, je parle de la machine Nouveau Veau d'Or. Nouveau Veau d'Or.
et de l'image subliminale. Donc déjà, en 70, tout est là au fond. Voilà. Alors, par la suite, pour aller vite, j'ai fait des livres sur l'électronique qui s'appelle La grande épopée de l'électronique, sur les biotechnologies qui s'appelle Le génie de la vie, les biotechnologies. Tout ça en faisant des enquêtes aux États-Unis et au Japon dans les années 80. Nous sommes passés de 70 à 80. Et récemment, comme vous le savez, il y a eu un spectacle de seul en scène auquel vous avez bien contribué grâce à la magie qui s'appelait High Tech, une époque épatante. Voilà. Alors là, j'ai un peu résumé parce que j'ai fait beaucoup de choses autour du livre, autour des communications, etc. Alors, ce projet high-tech, une époque épatante, c'était quoi votre message? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous vouliez dire, en fait, dans ces sketchs que vous avez réalisés au travers de... Écoutez, les intentions sont toujours, je ne sais pas si elles sont très bonnes, parce que ce qu'on voudrait dire n'est pas forcément ce qui passe. Au fond, ça tourne autour de votre question. Vous avez posé une question, je crois, qui s'appelle les nouvelles technologies sont-elles utiles à la communication? Mhm. Bonne question. Alors, d'un côté, c'est ça mon spectacle aussi, c'est-à-dire, d'un côté, c'est oui, évidemment, ça serait stupide de dire le contraire. Sans ça, je n'aurais jamais monté un festival européen latin-grec avec 1000 personnes dans la salle. Eh oui, latin-grec. Sans ça, je n'aurais pas publié des articles qui s'appellent Le génie de la langue dans le petitjournal.com, qui est un journal online des Français de l'étranger. Je n'aurais pas fait d'émission sur Canal Académie avec des interviews, parce que tout ça, c'est de la e-radio. Je n'aurais pas non plus lancé un atelier théâtre, parce qu'aussi, je suis un peu actrice. Voilà. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est formidable, oui, mais évidemment, hein, parce que on communique, mais qui communique à qui communique quoi et qui communique à quoi? Voilà, c'est la question que je me pose, Ça, c'est auquel je réponds. toute l'histoire Pardon, je réponds pas. des deepfakes et des fake news aussi. Oui, alors déjà, vous savez, avec la télévision, je pense que je réfléchissais à quel moment sont arrivés. Alors, les fake news, ça existe depuis que le monde existe, évidemment. Hein. Je pense que le premier homme des cavernes devait dire qu'il avait tué 3 bisons au lieu d'un. Mais que ça fasse un tel tam-tam dans ce que Marshall McLuhan appelait dans les années 80 le village planétaire, c'est lui qui a dit le premier que nous vivions dans un village planétaire. Alors évidemment, là, les fake news prennent une dimension énorme et ça a commencé au fond avec la télévision puisqu'il y avait l'image subliminale, c'est-à-dire une image que le cerveau ne comprend pas qu'il l'a vue, mais au fond, ça s'imprime dans votre cerveau. Et plein de gens, évidemment, l'ont fait. C'est aussi l'époque où on décide de faire un homme nouveau, qui est un homme, c'est Vance Packard, je crois, j'ai noté ça quelque part, peu importe, qui raconte comment on va modeler l'homme. Et donc, les fake news, c'est aussi que très vite, on a appelé ça les TIC, les techniques d'information et de communication. C'est-à-dire que il y a déjà l'idée de la publicité latente, de la manipulation latente, et nous sommes en plein dedans. Oui, complètement. Et du coup, le latin-grec, donc ça, c'est deux langues que vous... bah, je repars là-dessus parce que vous en parliez, vous avez Oui, organisé un festival. Est-ce que c'est deux langues que vous aviez appris quand vous étiez petite, que vous pratiquez toujours? oui. Ah oui, oui, je tiens qu'à l'école, il faudrait faire une chose. Il faudrait apprendre d'un côté la programmation électronique, évidemment, on le doit, et de l'autre côté le latin et le grec pour avoir un peu de distance avec ce qu'on voit. Parce que, au fond, c'est à l'école que ça va se passer. Est-ce que nous allons être, nos enfants, est-ce qu'ils vont être dupes complètement de la machine, de rien du tout?
Est-ce que ça va être est-ce que ça sera l'âme ou la puce, la biotechnologie ou la puce, ou l'âme, pardon. Ou alors, est-ce qu'on va leur donner la distance suffisante pour voir, pour comprendre comme nous comprenons encore la différence entre le fake et le pas fake. Vous qui travaillez beaucoup avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, vous savez déjà que le réel est trafiqué. Alors, vous avez encore la distance. Nous avons encore la distance et encore. Mhm. Et qu'est-ce qui va se passer pour les gamins? Je ne sais pas. Vous savez, il y avait une école jésuite en Italie dans laquelle j'étais allée voir comme journaliste, et on apprenait aux enfants à décapsuler les bandes dessinées, les dessins animés. On leur montrait les acteurs derrière l'écran qui faisaient la poule, qui faisaient pa. Et les enfants voyaient la poule finalement. C'était des acteurs. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire aussi, peut-être à l'école, pour avoir des distances avec le virtuel. Parce que, mais ça fait un petit peu partie de l'éducation, effectivement. Quand on est Oui, enfant, on a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et virtuel, et c'est en grandissant que on se rend compte aussi de ces distances. C'est compliqué. En tout cas, les enfants que vous connaissez, nous faisions. D'abord, nous n'avions pas de virtuel, bien sûr. Vous savez, quand je parle des années 70, il se trouve que ça n'a pas l'air peut-être, je l'espère, mais je suis née en 45. Donc, quand je parle des années 70, euh, tout s'est joué à ce moment-là ou un peu avant. Parce que n'oubliez pas que le mot cyborg a été créé en 60, en 1960. On a parlé pour la première fois de cyborg. L'intelligence artificielle a été baptisée comme ça par John McCarthy, qui était à l'époque à Harvard et qui a fait mon portrait sur ordinateur à l'époque. Et c'était vraiment Marvin Minsky, enfin, était à la même époque. Et tout ça s'est passé dans les années 60. Voilà. Donc, auparavant, bien évidemment, le virtuel, il y avait le réel et il y avait l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est le contraire du virtuel. ok. Je m'excuse, c'est un peu Non, non, bah, c'est compliqué. exactement de ça dont on veut discuter aujourd'hui, hein, donc c'est tout à fait. Et en plus, comme vous avez du coup voyagé aux États-Unis et au Japon pour faire ces enquêtes, vous avez dû rencontrer aussi pas mal de personnes qui travaillaient sur des projets assez fous, non? Ah oui, 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 c'était les premiers, vous imaginez, parce que j'étais au MIT, puisque mon livre La grande épopée de l'électronique a été publié au Massachusetts Institute of Technology. Euh, et là, il y avait les premières, par exemple, on m'a fait visiter l'atelier d'un monsieur qui était un Hongrois, je crois, qui faisait la première, comment dit-on, reconnaissance de la parole. Alors, c'était très simple, il avait mis sur un écran les noms des États des États-Unis et il fallait dire l'État et ça s'affichait sur l'écran. Par exemple, on disait Massachusetts et vous aviez Massachusetts qui s'inscrivait. Et au bout d'un moment, donc on l'a fait plusieurs fois, il y avait beaucoup d'argent en jeu, bien sûr, donc on ne plaisantait pas. Et moi, j'ai eu le malheur de plaisanter parce que comme j'avais mon accent français, ça marchait pas tout le temps. Ohio, par exemple, c'était pas terrible. Alors, l'inventeur m'a dit, bon, ben, vous nous donnez un mot français. Vous programmez un mot français. Alors, bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? Amour. Alors, amour, ça s'écrivait sur l'écran. Alors, je dis amour, amour, ça s'écrit. Puis au bout d'un moment, j'en ai marre, je dis amour, amour, amour. Or, c'est les inflexions, évidemment, de la voix qui marchent. Et ça marchait plus. Ça donnait Montana, Montana, Montana. Et alors, lui, il a essayé, il a dit amour, 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 avec son accent américain. Et il y avait marqué California, California, California.
Et en riant, je lui ai dit, bon ben voilà, vous savez, quand une femme dit amour, euh, elle pense Montana et l'homme pense California, ça peut pas marcher. Et ben ça a fait un flop complet parce qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Voilà. Donc j'ai vu les premières expériences. C'était, vous savez aussi les machines qui vous palpent pour vous. Il y avait les machines qui sont maintenant, bah, c'est très simple, c'est des casques maintenant de réalité virtuelle. Et vous aviez des espèces de, comment on dit, de ventouses euh, où vous pouviez embrasser quelqu'un, etc. Puis la ventouse vous faisait chlop, chlop. Bon, Et c'était très désagréable. Et c'était les premiers essais quand même d'autre chose. ok. Voilà. Mais j'étais sérieuse quelquefois, oui. Ah oui, vous avez aussi rencontré Philippe Cadic et Asimov, ou c'est possible ça, oui. Oui, oui, oui. Alors là, c'était, oui, oui, c'était un film que j'avais proposé au service de la recherche à l'ORTF, donc à la télévision, et Pierre Schaeffer qui avait accepté de faire 2 heures de film. À l'époque, on pouvait être auteur et réalisateur. Et j'avais fait 2 heures de film qui s'appelait Les évadés du futur. Et il y avait 6 écrivains de science-fiction qui racontaient ce que serait l'an 2000. Ça nous paraissait très, 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 très loin. Je suis désolée pour le recul. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes questions se posent, hein, avec les mêmes, euh, oui, oui, les mêmes interrogations. Alors voilà, il y avait donc 6 écrivains de science-fiction, dont les deux plus connus, évidemment, sont Philippe Dick et Asimov. Asimov, bah, c'est le plus connu, c'est les robots. Il avait fait des lois très gentilles sur les robots qui doivent pas faire du mal aux humains et tout ça. Moi, je rigolais un peu parce que j'ai tout de suite pensé que le robot échapperait à son créateur. Mais il était quand même intéressant. Et Philippe Dick a été mon grand, j'allais pas dire mon grand amour parce que je l'ai filmé pendant trop peu de temps, mais il était merveilleux. C'était un homme, alors pour les gens qui ne connaissent pas Philippe Dick, c'est lui donc qui a fait tous les livres à l'origine des films, Total Recall, Minority Report, Blade Runner, Ubik, Electric Dreams, etc., etc. Et avec Dick, on a filmé, je l'ai filmé. Tout d'un coup, j'ai décidé de le filmer d'abord dans les décors de la 20th Century Fox. Et ensuite, nous sommes allés à Disneyland. Et à Disneyland, je l'ai filmé dans les tasses du Chapelier Fou. Vous savez, les tasses qui tournent là, comme à Walt Disney, quoi. Et donc, on tournait comme ça. Et il m'a dit, vous savez, Elisabeth, c'est merveilleux. Nous sommes en train de marcher et de tourner dans le cerveau d'un homme. Mais c'est vrai, quand on est à Disneyland, on marche dans des neurones. Voilà. Et c'était formidable. C'était vraiment 2 heures formidables Et de film. du coup, reboucle là-dessus. C'est aussi lui qui a inspiré la série de Man in the High Castle, qui est Oui. assez intéressante, surprenante, que j'ai regardé aussi, que j'ai bien aimé, même si voilà, c'est assez dit. Enfin voilà, c'est spécial, mais très bonne série. C'est la dystopie, n'est-ce pas? Tout à C'est fait, la ouais. dystopie où il imagine qu'Hitler a gagné la guerre. Tout à fait, c'est ça. Oui, à l'époque, c'était là-dessus que je l'interviewais, puisque c'était l'époque. Ah, ah, ah. Il y a Voilà. longtemps, longtemps, longtemps. Et du coup, maintenant, c'est une série qui est sur Netflix ou sur Amazon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une série voilà, qui peut être science-fiction assez intéressante. Ok, bah ça en tout cas ça Oui, fait beaucoup de du coup d'aventures et du coup donc beaucoup d'écriture aussi. Vous aimez bien jouer avec les mots et aussi jouer sur scène. Du coup ça représente quoi cette communication, ces mots parce que il y a plusieurs langues aussi, le latin, le grec. Est-ce que pourquoi c'est si oui. important les mots? Ben, il y a les mots, mais il y a les silences aussi. Moi, je crains que cette espèce de communication à tout craint
qui n'arrêtent pas de communiquer. Dieu sait si je suis bavarde, mais les machines sont encore plus bavardes. Et puis, on a tout le temps ces petits bip bip, ces sonneries incroyables, voilà, qui toujours nous veulent communiquer avec nous et ne communiquer rien. C'est-à-dire que l'enveloppe est là, mais le contenu n'y est pas toujours. C'est des Kinder Surprise sans quelque chose dedans, si on peut dire. Et alors, là où, bon, alors, je voudrais pas dire que moi, je n'arrête pas de me servir des nouvelles technologies, et puis la preuve, c'est que je suis là avec vous. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est ce qu'on pourrait appeler qu'on est passé de la démocratie. Je m'excuse d'être un peu, de dire des grands mots, mais voilà, je vais parler grec. On est passé de la démocratie à ce qu'on appelle l'ochlocratie. Alors, qu'est-ce que c'est l'ochlocratie? Oklos, en grec, ça veut dire la foule. C'est pas démos, le peuple, c'est la foule. Or, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on glisse de l'un à l'autre, parce que vous savez, Jacqueline de Romilly, puisqu'on parle du grec, Jacqueline de Romilly, qui était la grande inspiratrice du grec, qui était une femme formidable, disait que nous allons au plus rapide quand les Grecs allaient au plus profond. Nous allons plus rapide quand les Grecs allaient au plus profond. Et c'est vrai avec TikTok. Regardez TikTok. Il faut que tu ailles en 1 minute, tu montres, je sais pas, tes seins, ton truc, ton machin. Puis alors, il faut que ce soit un peu sexuel parce que sinon, on n'y arrive pas. Enfin, faut que tu captes en 1 minute. Ensuite, les tweets. Les tweets, c'est 140 signes ou maintenant 280, je crois. Enfin, c'est pas beaucoup plus. Donc, tout le monde n'est pas Chamfort, La Bruyère ou Sioran. Et donc, souvent, c'est parfaitement nul, ou alors c'est la haine, ou alors c'est les sentiments. Ce qu'on appelle aujourd'hui le ressenti, ce qui veut rien dire, c'est les sentiments. Et les sentiments sont en général pas formidables. Parce que regardez, ce qu'on retient de Bernie Sanders en moins d'1 seconde, c'est ses moufles. Il a porté des moufles à l'intronisation du président. Bon, eh ben maintenant, ça se vend partout. Il les vend, les moufles. Moi, je trouve ça formidable. Bernie Sanders, qui a quand même des idées, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont quand même intéressantes. Manuel Valls, on retient quoi de Manuel Valls? On retient qu'il a été giflé par un type qui n'était pas content. Manuel Valls, il a fait quand même pas mal de choses. Il n'a pas fait qu'être giflé. Voilà. Donc, et alors, Rousseau disait un truc dans le contrat social, et je termine là-dessus pour pas être trop fatigante. Il dit que l'ochlocratie, c'est la dégénérescence de la démocratie. Parce qu'il dit, attendez, je l'ai noté, fallacieusement, la volonté de tous devient la volonté de chacun dans la cacophonie universelle. Voilà. C'est très, très profond. Et c'est ce qu'on vit, je trouve, avec certains réseaux sociaux. Je dirais pas tous, parce que Facebook, par exemple, mais Facebook est un organe de vieux. Alors on prend son temps dans Facebook. Non, après, tout dépend aussi comment on l'utilise et comment on s'en sert et qu'est-ce qu'on veut passer comme message, effectivement. Et il faut avoir aussi la distance dont vous parliez et savoir que toute sa vie ne se joue pas sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent oublier cet impact que ça peut avoir. Et du coup, quand vous parliez de cette petite notification qui vous distrait toujours, c'est des super reportages sur Arte aussi qui s'appellent Dopamine, qui sont très courts et qui vous expliquent comment chaque application qui a été créée est là pour vous faire sécréter cette substance de la dopamine et du coup vous faire tout le temps aller vers votre téléphone. Et aussi, je parlerai bien sûr de ce Social Dilemma, le film de Facebook et d'Instagram sur les gens qui l'ont conçu. Je crois qu'en français sur Netflix ça s'appelle Derrière nos écrans de fumée ou quelque chose comme ça. Je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, Non, je connais pas. C'est intéressant. C'est sur les développeurs d'Instagram, de Google qui ont travaillé dans les Silicon Valley et qui sont maintenant contre leurs inventions puisque ils disent qu'elles ont dépassé leurs intentions
comme par exemple celui qui a inventé l'infinite scrolling, qui fait que sur Google ou sur Instagram, on n'a plus de page à passer et que en fait, une fois qu'on est arrivé en bas, ça va charger une autre page sans nous le dire. Et donc, ça fait que ça emprisonne des gens dans ce scrolling infini, en fait. Et donc, du coup, c'est un film sur Netflix qui est très intéressant là-dessus. Oui, mais vous savez, nous sommes la dernière génération, enfin vous êtes la dernière génération avant les mutants, hein, et c'est à nous de savoir ce qu'on va faire de nos enfants. Ça, c'est très important. Parce que vous dites, on n'est pas prisonnier. Non, nous ne sommes pas prisonniers. Mais regardez au Japon, les ikikomori. On appelle ça les ikikomori, les gens qui ne sortent plus de leur chambre parce qu'ils communiquent uniquement comme ça. Ça se passe beaucoup au Japon, Mm. plus qu'ailleurs. Bon, vous avez ça. Vous avez aussi Elon Musk, que je viens de voir. Il se vante, il trouve ça très, très bien d'avoir fait lire son gosse, un de ses gosses, dans Reddit, qui est Une plateforme sociale. oui, une plateforme qui met uniquement, si j'ai bien compris, les plateformes les plus commerciales, etc., etc. C'est bien ça, Reddit. Reddit, Enfin bref. ça permet d'échanger entre passionnés sur des sujets vraiment particuliers, niche. Oui, voilà. Bon, alors vous vous rendez compte, un gosse qui apprend à lire là-dessus, et il lui montre aussi, je ne sais plus quelle plateforme encore, en lui interdisant tout le reste. Bon, c'est un peu triste, parce que vous avez par ailleurs des gens comme Ted Turner, qui a appris le latin et le grec, et qui s'en vantait, qui disait que c'était grâce à ça qu'il a pu structurer son esprit. Donc, vous avez Steve Jobs, il disait qu'il préférerait passer 1 heure avec Socrate qu'avec sa technologie. Bon, donc vous voyez, nous sommes à un grand tournant. Il faut savoir si on donne aux enfants Socrate, connais-toi toi-même, ou le selfie, c'est-à-dire le contraire de connais-toi toi-même, la surface. Voilà, c'est Narcisse. Bon, c'est très intéressant. Toutes ces questions se posent et c'est à nous d'y répondre avant que les gosses ne sombrent. Ou alors créer une autre race humaine. Enfin, je ne sais pas, ça sera plus les humains, ça sera autre chose. Ouais, vous parliez de mutants, qu'est-ce que vous entendez par là? Pardon? Qu'est-ce que vous entendiez par le mot de mutant? Est-ce que... Ah ben les mutants, c'est déjà les enfants ne voient plus que par les images. Ils ne lisent, comme chacun sait, ils ne lisent plus ou plus beaucoup du moins, sauf avec des parents vertueux. Et donc, leurs synapses dans le cerveau ont été calculées. On a vu que la manière dont les neurones communiquent, c'est-à-dire les cellules nerveuses communiquent dans le cerveau, ont complètement changé et ne sont plus du tout les mêmes. Et moi qui enseignais parmi mes nombreux avatars vécus, j'ai enseigné au lycée français de Düsseldorf, justement le latin, et je voyais que les mômes ne pouvaient pas rester plus de... Vous devez faire le cirque, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment être écouté, je suis assez bonne dans le cirque ou le... Ok, mais au bout de 3 minutes, c'est fini. L'attention n'est plus là. Alors, voilà. Donc, c'est à ces enfants-là que nous parlons. Et il faut leur parler. Et c'est absurde de dire, moi, je t'interdis de faire ça, je t'interdis ceci. Ils sont dans ce monde. Ils baignent dans ce monde. Et il faut savoir tous les périls qui les menacent. C'est tout. Au début, vous disiez que toute technologie a son époque. Est-ce que notre Oui. cerveau, il n'est pas en train aussi de se transformer pour s'adapter à cette époque que l'on vit, qui est plus digitale? Vous parlez aussi de la transformation de la mémoire, qui est plus dans les données, où on va aller toujours chercher l'information. Est-ce que on n'est pas justement en train de s'adapter avec cette nouvelle technologie? Il faut que notre cerveau il puisse changer ses mécanismes un petit peu pour pouvoir être interrompu tout le temps, avoir accès à l'information tout le temps. Mais c'est pas notre cerveau. Enfin, notre cerveau change certainement, puisque je dis bien que les synapses changent. Mais c'est surtout qu'on nous les change. C'est-à-dire, vous savez, il y a la ferme des animaux, là, d'Elon Musk, par exemple, qui nous arrive dessus. C'est-à-dire, il a son cochon
dont il observe les réactions. Et maintenant, il a son singe à qui il a mis un emplin pour jouer aux jeux vidéo par la pensée. Bon. Et le prochain stade, dit-il, c'est que nous soyons télépathes. Mais ça va être épouvantable. Vous vous rendez compte? Si j'ai des pensées horribles à votre égard, vous allez tout deviner, vous allez les ressentir. Voilà. Donc, je pense que le cerveau change et s'adapte. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. La preuve, je suis là. La preuve, mon cerveau s'est un peu adapté quand même. Mais ça n'est pas tant ça que nos enfants, que voir est-ce qu'il faut, vous savez, c'est la fin de l'individu ou est-ce que c'est le début de l'individu? Je ne sais pas. Gaspard Koenig a écrit un livre formidable sur la fin de l'individu, où il va voir en Amérique, au Japon, en France, tout ce qui se passe. Bon, c'est un livre très intéressant. Voilà, il y en a un autre, Gérard Bronner, qui a écrit Apocalypse, je sais plus, Apocalypse du cerveau, tout ça, qui est aussi très intéressant. Voilà, il y a plein de supputations qui vont toutes dans le même sens. Mais je ne pense pas, je pense qu'il faut très très vite que nous reprenions les rênes de la culture, mot proscrit aujourd'hui, pour avoir pour les enfants, encore une fois, une danse. Il faut absolument qu'on puisse être à 2 niveaux, à 3 niveaux. Regardez l'humour. Personne ne peut plus faire de l'humour parce que personne ne comprend le sens des mots. Donc évidemment, quand je plaisante sur quelque chose, si vous ne comprenez pas que je fais allusion à un autre sens du mot, bah vous vous fâchez et vous n'êtes pas content. Ensuite, il y a un humour qui est maintenant complètement ciblé entre groupes. Vous avez l'humour des geeks qui est vraiment geek, hein. Vous avez l'humour juif dont on peut plus trop parler parce que ça fait mauvais effet. On a l'humour, enfin bref, on a l'humour par catégorie. C'est absolument épouvantable. Comment voulez-vous qu'on communique? Parce que communiquer, ça veut dire mettre en commun. Et qu'est-ce qu'on met en commun? Voilà. C'est ma question, hein. Je ne pose que des questions. J'ai pas de réponse. Non, non, moi non plus, j'ai pas de réponse, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ont les réponses. En tout cas, si vous voulez poser des questions aussi à Elisabeth, vous pouvez interagir dans Ah le oui. chat. Et puis, ben non, c'est passionnant tout ça. Et c'est quoi votre première nouvelle technologie que vous avez vue quand vous étiez petite? Qu'est-ce qui vous a donné le goût à ces nouvelles technologies au final? Et à votre avis, Ah, on va aller jusqu'où? Alors, la télévision m'était interdite par mon père. Alors, la première technologie, ça devait être la radio transistor. Parce qu'il arrivait dans ma chambre, c'était le moment de la guerre du Liban, et il me disait toujours, oh là là, il y a encore des gens qui en sortent alors qu'on tire partout. Ça m'avait beaucoup frappé. Et surtout, au fond, ça a beaucoup agi sur moi parce que l'un de mes premiers livres a été Droit d'asile en Union soviétique et qu'en 68, quand tout le monde se passionnait sur Transistor, puisque le transistor a joué un rôle énorme à ce moment-là, pour la dite Révolution 68, moi j'écoutais énormément l'histoire des Tchèques. Et vous savez qu'il y a eu des étudiants tchèques qui se sont fait flamber par le feu pour protester contre le communisme à l'époque, à la même époque. Et j'écoutais d'un côté les enfants gâtés qui voulaient jouir sans entrave, et de l'autre côté, ces gosses qui s'immolaient à 20 ans. Voilà. Donc ça a été mon premier contact avec les technologies. Et puis ensuite, ça a été quand j'ai commencé à écrire. Figurez-vous que j'ai apporté, mais ça va vous paraître ancestral, j'ai apporté l'un de mes livres à l'éditeur sur disquette. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des disquettes. Vous savez pas? Si, ça, Si, j'en avais au aussi. lieu d'avoir des CD, vous aviez des disquettes souples. Voilà, il n'y a plus. L'éditeur m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Et je lui ai dit, c'est bien parce que comme ça, il n'y a pas à relire. J'ai relu.
il comprenait pas, il savait pas ce que c'était. Voilà. Ça a été là que je me suis dit, bon, faut que je commence à expliquer aux gens ce que c'est. Parce que moi, ça me passionne. Ok. Et que j'ai compris, au fond, que c'est comme ça que je parlerai plus tard aux enfants, que je transmettrai. Moi, mon seul but dans la vie est de transmettre. Donc, pour transmettre, il faut parler le même langage, encore une fois. C'est pour ça que maintenant vous avez le compte Instagram aussi où on peut vous suivre @Elisabeth Antebi et que vous êtes sur Oui, Discord. j'ai Instagram, j'ai LinkedIn, j'ai Facebook et j'ai même Twitter, mais je n'aime pas Twitter parce que c'est trop violent pour moi, Ouais, je Twitter trouve. est assez spécial comme plateforme et il y en a qui accrochent directement et d'autres pas. Moi, j'y arrive pas trop non plus, effectivement, mais c'est aussi un autre réseau. Je trouve qu'on peut pas s'exprimer, mais vous savez, il faut avant que, vous savez, quand vous parliez tout à l'heure on parlait de manipulation. Et déjà en 39, je crois, il y a un type dont je parle dans Ave Lucifer qui s'appelle Serge Tchakotine. Il parlait de viol des foules. Vous vous rendez compte, le viol des foules, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui, bon, en grande partie. Et il parlait, c'est Twitter ça, il parlait des 4 pulsions primaires qu'on peut actionner, qui sont l'agressivité, l'intérêt matériel immédiat, l'attirance sexuelle au sens large et la recherche de sécurité et de normes. Écoutez, c'était en 39 qu'il a raconté ça. C'est ce qu'on vit, hein. Ouais, ouais, tout Et à fait. Monsieur Kurzweil, qui est vraiment qui nous parle de transhumanisme, vous connaissez Monsieur Kurzweil, Non. qui a sa faculté de la singularité, a dit une chose que je trouve terrible. Faut que je la retrouve, car elle est terrible. Enfin, en gros, il dit que, si, je vais le retrouver. Voilà, il dit, au lieu d'améliorer la condition humaine par l'éducation et la culture, il s'agit d'en repousser les limites par la génétique et l'informatique. Vous vous rendez compte? Au lieu de l'éducation et de la culture, génétique et informatique. C'est-à-dire, on va bidouiller les bébés, ce qu'on fait déjà, ce qu'on a déjà fait en Chine, puisque avec le ciseau CRISPR, voilà, on a rebidouillé un bébé. Et voilà. Donc, je ne suis pas contre puisque ça se fait. On n'est pas contre l'évidence. Mais je dis simplement que si nous voulons que nos enfants ne nous oublient pas, tout simplement, ou ne trouvent pas dans un nuage de données et des souvenirs sentimentaux, ou alors suis-je bête, mais des souvenirs affectifs, eh bien, il faudrait s'y mettre à leur apprendre la distance, la culture, la mémoire. On a abrogé la mémoire. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Ok, boomer. Je vous en Moi, remercie. moi aussi, on me dit souvent que je suis un boomer. Faut pas s'inquiéter, Elisabeth, c'est normal. Du coup, Oh, j'aime bien. ça m'a fait penser qu'il y a un reportage très intéressant sur Arte, je sais pas s'il est encore disponible, mais qui s'appelle La fabrique du consentement et qui explique aussi comment le neveu de Freud a participé à beaucoup de stratégies de communication pour le pouvoir après la guerre, justement. Et, euh, et je voulais justement faire le lien avec toutes ces nouvelles technologies, en fait, surtout, du coup, votre de nouveau livre, du coup, qui s'appelle La chatte à puce, effectivement, dans lequel vous parlez de nouvelles technologies, non? Oui, un petit peu. C'est des puces électroniques, bien entendu. C'est la chatte à puce au village des livres. Alors justement, elle atterrit dans un village de livres. Enfin, il atterrit parce que c'est un chat qui va tomber amoureux de la chatte à puce. Et ce sont des puces électroniques, bien sûr. Et elle va attraper un terrible virus que va soigner le chat 2.0. Elle va être la proie du transféliniste, transhumaniste, et elle va être avec les chabots et les chagrammes, les hologrammes. D'ailleurs, l'hologramme de
l'hologramme de Mélenchon nous a bien montré qu'on ne sait plus à qui on parle. Parce que là, il l'a dit, mais au fond, il ne l'aurait pas dit. Est-ce que nos hommes politiques sont des hologrammes? Question. Voilà. Il est plutôt rigolo, hein. Ça, c'est pas une thèse du troisième cycle. Je crois que vous l'avez regardé. Il est plutôt amusant. Il est plutôt Du coup, que rigolo. vous pouvez trouver sur Internet, qui est édité par vous-même, du coup, qui se trouve Oh sur non, 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 ah non, ah non, je ne médite pas moi-même. Non, ce sont les Maya. éditions Maya, et qu'on peut trouver sur Internet, mais surtout on peut se les procurer à la Fnac, Amazon, etc., etc., hein. Ok, très Voilà, bien. voilà. Et du coup, ça m'a fait penser avec le sujet de nos politiques qui sont des hologrammes a été traité dans un des épisodes de Black Mirror, une Ah série oui, très connue sur série géniale, série géniale. Ah, moi voilà. j'ai adoré Black Mirror, ouais. Moi aussi beaucoup Sur aimé. Netflix. Ouais, sur Netflix, ouais, et maintenant il y a quand même beaucoup de saisons. Après, des épisodes un peu durs, du coup, c'est pas une série qu'on enchaîne, c'est plus un épisode qu'on regarde pour se poser sur un sujet. Oui. Voilà, c'est pas... C'est une série différente des autres, du coup, qui traite de si les nouvelles technologies, si ça tournait mal ou si certaines choses étaient exacerbées, qu'est-ce qui se passerait? Et du coup, ça donne des sujets très, très, très intéressants. Et du coup, je voulais savoir, pour terminer un petit peu, puisque je pense qu'on a... Bon, on n'aura pas le temps de faire tout, mais je pense que les gens, ça peut les rendre curieux, du coup, pour aller voir votre livre. Mais est-ce que vous avez d'autres inspirations, ou séries, ou livres que vous pourriez nous conseiller, que vous avez vus dernièrement, ou voilà, qui... Alors, écoutez, j'ai ce fameux Gérard Bronner. Euh, je voulais simplement rappeler, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça je l'ai oublié, que vous savez d'où vient le mot ordinateur, non? Non. Ah ah, vous savez pas d'où vient le mot ordinateur. Alors il vient le patron d'IBM a un jour demandé à son professeur de latin, Jacques Perret, de trouver un nom parce que computer, ça n'allait pas, le calculateur, c'était pas terrible. Et donc, il a demandé à Perret de trouver le mot. Et Perret a dit, que diriez-vous d'ordinateur? euh, C'est un mot désignant Dieu qui met l'ordre dans le monde. C'est extraordinaire, non? Un mot de ce genre a l'avantage de donner aisément un verbe ordiner et le nom ordination qui désigne une cérémonie religieuse. Mais les deux champs, religion et comptabilité, sont si éloignés qu'on n'y pensera pas. Donc, le mot ordinateur vient de Dieu, vous vous rendez compte? Alors, quand il y avait un présentateur de radio qui disait toujours, et l'âme dans tout ça? Eh bien, euh, quand j'ai interviewé le découvreur de l'ADN, qui est James Watson, il disait, avec l'ADN, nous avons trouvé les lettres, nous avons réécrit la Bible. Nous avons réécrit la Bible. C'est-à-dire, derrière tout ça, il y a encore l'idée de où va se retrouver l'âme. Et quand j'ai osé le demander à un chercheur américain, Ça y est, l'interview Eureka avec Elisabeth, c'est terminé. Merci beaucoup pour sa participation. Allez regarder du coup son livre, La chatte à puce. Vous pouvez aller le lire, c'est très court, très sympa. Ça joue beaucoup sur les mots, sur les nouvelles technologies et toute son histoire qu'elle a pu nous raconter. Donc voilà, la semaine prochaine, mardi et mercredi, on aura deux autres invités. On aura Jérôme O'Haraud qui est spécialiste de la lecture rapide et j'aimerais qu'on lui pose des questions sur comment réapprendre à lire, comment est-ce qu'il a fait lui, combien ça lui a pris de temps, combien est-ce qu'il lit de livres par semaine, par mois. Voilà, plein de questions à lui poser. Et puis aussi euh, euh, Amine Benidir avec qui on parlera de comment toujours se motiver pour faire des choses nouvelles et on parlera de pluridisciplinarité. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouve bientôt pour parler d'auto-chess avec Teamfight Tactics pour essayer de faire ce challenge 2021 et essayer d'aller dans le haut du classement.
Salut, salut. Allez, bonne après-midi, bonne soirée et à la prochaine. Ciao.